éviter un peu les défis sociétals et se réaliser, et en se réalisant, vous allez faire progresser la société. Merci. Voyager un petit peu partout dans le monde, qui est très riche en informations, bien évidemment, et en réflexion. Et sans tarder, je vais ouvrir la séance du débat, comme on dit. J'aimerais que les interventions soient aussi courtes que précises, s'il vous plaît. Et surtout, poser des questions. Vos questions sont... Et je voulais juste ajuster, je n'ai pas parlé de notre travail beaucoup, donc si vous avez des questions sur la Libye, sur la Tunisie, sur l'Algérie, surtout on prépare des rapports, donc je suis prêt à essayer de répondre aux questions sur les pays voisins. Merci à M. Laurence d'être déplacé jusqu'ici. Donc, connaissant bien les dossiers du Maghreb, donc, je suis vraiment tenté de vous dire quelle est votre vision sur les prochaines relations maroco-algériennes, surtout pour le problème du Sahara, comme vous l'avez dit, et on ne va pas vous donner le billet de retour, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rester. Deuxième question, pour les États-Unis, comme vous avez travaillé dans l'administration des États-Unis, est-ce que c'est vrai que l'intérêt se déplace vers l'axe Asie et que le Proche-Orient est de moins en moins attrayant pour la politique des États-Unis, sachant que la position géopolitique du Proche-Orient, pétrole, même politique par la présence d'Israël et tout ça, et l'impact si cet intérêt c'est avéré, l'impact sur le problème israélo-palestinien, sur les conséquences. En tout ce qui concerne le Maroc et l'Algérie, je suis grand partisan de l'unité maghrébine depuis longtemps. J'ai organisé des conférences à Washington là-dessus. Je crois absolument, comme je le dis souvent, qu'il faut ouvrir la frontière avant une solution du problème du Sahara, que le Maroc et l'Algérie perdent de 1 à 2% de GNP et de produits bruts international avec la frontière fermée. Il y avait une très bonne étude de Peterson Institute là-dessus. J'ai écrit sur le problème de conflit entre l'Algérie et le Maroc en relation avec le problème au Mali. En juillet, j'ai publié un article qui s'appelle « Comment sauver le Mali » et j'ai parlé un peu de ma vision du problème algéro-marocain. Je crois que une des problèmes de compréhension, c'est que il y a peu d'analyse qui prend au sérieux les positions des deux côtés. On est soit pro-marocain et on ridiculise un petit peu les positions algériennes, ou bien on les instrumentalise en disant qu'ils veulent des phosphates, des poissons, domination régionale, etc. Ou bien de l'autre côté, donc, parce qu'il y a pas mal de partisans de l'autre côté qui ridiculisent un peu de la même manière la vision irondantiste marocaine, etc., etc. Et je crois qu'une des choses les plus importantes pour ce problème, c'est de prendre au sérieux le fait que le contrôle du Sahara occidental pour le Maroc, la monarchie a été battue un peu sur ça, que c'est la cause presque existentielle pour le système marocain au Maroc, et que pour le Maroc, un pays coupé en morceaux par le colonialisme de manière radicale, un colonialisme qui date depuis 500 ans, pas 100 ans, à reconstruire le pays, c'est un besoin fondamental de pays, que ce soit Septam, Libya, je ne sais pas, Al-Sahara, il y avait Fafaya, il y avait... Donc, ça. De l'autre côté, quand Bouteflika a dit en 2005 que la cause sahraouienne c'est sacré pour nous, quand on utilise des termes de plus en plus religieux quand on parle de ça, surtout l'ancienne génération en Algérie,
il faut comprendre que pour les nationalistes forts en Algérie, il y a une identité, il y a une égalité étroite entre la libération de l'Algérie vers la France et le droit des Sahraouis de se libérer de exactement la même manière. Donc quand le cours international de tribunal a décidé, il y a très peu de gens qui comprennent la complexité de la décision. Ils n'ont pas nié le droit historique du Maroc. Ils n'ont pas dit ça. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont rejeté. Non, ils ont reconnu que le Maroc avait une très bonne justification historique pour contrôler ces régions et que ces régions étaient coupées du Maroc. Mais ils ont dit que le principe de self-determination, autodétermination, est plus important. Donc, ils ont décidé, comme les Égyptiens, ils ont dit que c'est le choix des Sahraouis. Là, depuis 1991, avec le cessez-le-feu, le conflit s'est déplacé des bermes, des frontières, berms, c'est les montagnes de sable, berms on dit en anglais, les murs de protection, vers les villes. Donc là, le conflit s'est parlé sur les berms, c'est à Al-Ain, c'est à Dakhla, c'est dernièrement, juste la semaine dernière, il y a de plus en plus de contestations. Et la contestation se ressemble de plus en plus aux contestations au nord du Maroc. Et je crois que le ministre de l'Intérieur au Maroc a dit on n'a pas un problème de droits humains dans le sud, c'est plutôt dans le nord. mais moi, j'ai toujours dit que la démocratisation du Maroc va offrir la possibilité d'une solution plus que les négociations eux-mêmes. Les négociations en ce moment n'arrivent pas à grand-chose. Moi, j'ai participé aux marges un peu des dernières négociations à New York. Il y a plusieurs gens qui m'ont contacté et j'ai aidé un petit peu les discussions pour trouver une solution au problème de proposition des Américains pour inclure les droits humains dans le mandat de NURSOS. Mais même si c'est bien que les Américains ont retiré ça, et même si ça n'a rien avancé, c'est très important que les gens doivent comprendre qu'il faut commencer à respecter les droits humains dans le sud et comme dans le nord. Et c'est vrai que les forces de sécurité au Maroc, je crois qu'ils ont plus fait dans le nord que dans le sud. Donc, et je crois qu'avec... Il y avait un Marocain qui avait écrit un article sur ça il y a un mois ou deux, qui a cité un proverbe marocain qui dit que le chat ne quitte jamais la maison où il y a un mariage. Si les Marocains commencent à respecter mieux les droits humains, même si c'est des gens indépendantistes dans le sud, il y aura plus de respect pour la position marocaine au niveau international. Pour le pivot vers l'Asie, la deuxième question, c'est vrai, et c'est vrai pour les raisons économiques. C'est vrai que les États-Unis, c'est toujours l'économie la plus importante du monde, c'est 14 milliards de dollars par an, et la Chine, ce n'est que 7 milliards de dollars. Donc on est... Mais c'était le tiers, les Chinois montent, mais pour les raisons économiques et les raisons scientifiques, je peux parler de ça, il faut absolument que les États-Unis, pour les raisons économiques et politiques, se tournent plus vers l'Asie, pour les raisons positives. Le problème, c'est que dans la région MENA, il y a beaucoup de raisons pour faire attention, mais c'est des raisons négatives. Comment réparer ce qui s'est passé à Irak? Comment résoudre le problème en Syrie? Le problème de Bahreïn, le problème de Yémen, le problème de Liban, le problème des problèmes en Turquie. C'est une région en pleine ébullition pour les raisons que j'ai bien évoquées.
Et il n'y a pas de solution claire, sauf, comme je crois que j'ai essayé de bien évoquer, par la coopération dans les mêmes domaines avec le même domaine qu'on va on va coopérer avec les Chinois et avec les pays asiatiques. Je vous donne un petit exemple, deux petits exemples. Les universités gardent leur personnel et ils ne veulent pas partager. Donc, une des raisons que le diaspora ne revient pas, parce qu'ils vont perdre leur position à Montréal s'ils viennent enseigner au Maroc. Oui, c'est la même chose partout. Il y a de plus en plus d'appointments au niveau des universités binationales. Donc, il y a de plus en plus de chercheurs qui passent 6 mois de l'année en Californie et 6 mois au Pékin. Donc, ils ont 2 appointments dans 2 universités et ils peuvent contribuer à le développement des 2 pays en même temps. Il faut commencer à penser comme ça au niveau des universités parce que il y aura beaucoup plus de circulation de cerveau qui est la meilleure réponse au rejet de cerveau, c'est la circulation. Il faut toujours penser comment circuler. Quand j'ai travaillé dans la coopération sciences et technologies, notre métrique, notre mathématique était par dollar pour dépenser, comment on peut avoir de plus de butts on planes, on a dit, les culs dans les avions. Ça veut dire le maximum de gens qui voyagent au pays où ils n'auraient pas voyagé autrement que notre programme. Donc, bien sûr, il faut de qualité dans la coopération, on a beaucoup travaillé là-dessus, mais le plus important, c'est de faire voyager les gens aux endroits où ils n'étaient pas encore, et après, les aider à financer des choses, les projets de coopération. Il faut faire bouger les gens, circuler les cerveaux. Plus qu'on voyage, plus qu'on apprend, plus qu'on contribue au pays d'accueil et au pays d'origine, au développement. Les Indiens font ça énormément. Les Indiens de l'Inde voyagent constamment entre les États-Unis et l'Inde et ils ont fait bouger beaucoup de secteurs en Inde de cette manière. Donc, il ne faut pas lamenter le départ. Il faut trouver des façons d'accueillir des gens, et pas seulement leur argent, et pas seulement pour l'été, vacances, pour que les gens reviennent 6 mois par an, travailler un projet, etc. La Chine investit beaucoup en Afrique maintenant, moins que les Américains, et pensent que les Chinois investissent plus. Non, les Américains, je crois qu'ils investissent plus au niveau sociétal. Mais les Chinois dépensent énormément en Afrique. Les Chinois, ils demandent très souvent l'aide américaine au niveau de leur coopération avec l'Afrique parce qu'ils manquent d'expertise. Quelle est la réponse des Américains? Vous êtes la Chine, on ne peut pas vous aider en Afrique. Vous avez un projet hégémonique. Si tu veux de l'argent pour tout ce que j'ai évoqué aujourd'hui, la coopération sciences et technologies, devant le Congrès américain, il faut de lever le drapeau rouge et dire que les Chinois sont là et tu auras ton argent. Parce qu'ils ont une mauvaise idée de compétition avec la Chine comme on avait la compétition avec la Russie pour motiver chaque dépense. À mon avis, c'est complètement débile. Les Chinois veulent des inputs américains dans le programme, que ce soit santé, énergie, de l'eau, nourriture. Ils manquent d'expertise, ils manquent de personnel. Et en même temps, quel est le problème des Chinois en Afrique? Les Chinois, ils sont là pour extraire des matières premières et ils sont là pour aider le développement du pays assez pour justifier ces extractions. La Chine a besoin d'aide pour être un good global citizen. C'est ça qu'on disait au département, un citoyen du monde, un citoyen qui joue, qui suit des règles. Les Américains, ils ont besoin de suivre les règles aussi. Je ne vais pas dire que la Chine est le seul pays, mais suivre les règles et participer globalement d'une manière plus dans l'intérêt du pays. Donc moi, j'ai proposé souvent, on a commencé à le faire surtout dans le domaine de la santé, coopération avec les Chinois en Afrique, dans plusieurs domaines, parce que les Chinois fonctionnent mieux, les pays africains retiennent mieux, et les Américains sont là aussi. Même chose avec l'organisation de OSI, Conférence islamique. On avait très peu de relations avec eux parce qu'ils avaient souvent des positions trop pro-palestiniens pour le goût américain et trop pro-iranien pour le goût américain. Et moi, j'étais parmi eux qui ont fait des premières réunions avec OSI, avec Zeroni et d'autres, et ici à Rabat avec ISESCO, à franchir le pas
coopération avec OIC. On a commencé avec la santé, le bird flu, avian flu et d'autres programmes. Et l'idée, c'était de commencer à faire quelque chose avec la communauté musulmane en tant que communauté musulmane et en dépit de leur position sur la Palestine, sur l'Iran, qui ne sont pas importants quand on parle des défis globaux en énergie, en toute la liste que j'avais faite. Donc, la réponse est, même si un pivot vers l'Asie, c'est un pivot global qui touche le monde entier. C'est un pivot vers l'Asie pour l'Afrique, c'est un pivot vers l'Asie pour les États-Unis. Donc, ce n'est pas un pivot qui exclut, c'est un pivot, à mon avis, un changement de position qui crée plus d'opportunités avec, comme j'ai dit, la circulation d'expertise et la circulation de savoir. Et pour l'Israël-Palestine, je n'ai pas bien compris la question, si vous pouvez... Il va moins s'investir dans ce problème. Oui, c'est possible. J'ai réfléchi sur le fait que la première voyage de Hillary Clinton, c'était en Asie, et la première voyage de Kerry était au Moyen-Orient. Donc, il voulait signaler certaines choses avec cette visite. Lui, il travaille plus que Hillary Clinton sur le problème palestinien, mais pas de manière publique. Il le fait de manière privée et quietly. Et le grand problème, c'est Netanyahu qui ne s'intéresse pas à tout ça, mais avec un peu d'effort, il y a des choses qu'on peut commencer à faire. Et moi, je n'ai pas confiance que Kerry va résoudre le problème d'ici 2 ans, mais j'ai confiance qu'il est sérieux, et peut-être plus sérieux que les précédents, et on verra. Mais chaque crise et chaque guerre crée des opportunités. Donc, moi je pense comme ça. Donc, avec la crise en Syrie qui commence à toucher le Liban, qui touche la Turquie, avec le problème Bahreïn, les Saoudies, et Yémen, etc., et le changement en Égypte, ça crée des occasions pour le problème palestinien, pour tout ce qui est israélo-palestinien. Maintenant, on a une alliance bizarre en Syrie. En Syrie, tu as l'Iran, Hezbollah et Assad contre la Turquie, l'Israël et d'autres. Donc, même en Syrie, on commence à voir, et le monde arabe est plutôt avec les rebelles, moi aussi, que le régime d'Assad. Donc, ça crée une situation où on peut tirer après des occasions. Donc, c'est comme ça qu'il marche. Là, même si les professeurs sont très élégants dans leur discours, la politique internationale ne fonctionne pas comme un cours de relations internationales, les théories ne fonctionnent pas tellement. C'est quoi la politique? C'est un art plutôt qu'une science, et c'est saisir l'occasion. Donc tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas tout réussir à tel moment, mais tu cherches dans chaque moment, chaque conversation, la réconciliation d'Israël et Turquie, après des mois de problèmes, c'était une occasion à l'aéroport, c'était une conversation à l'aéroport. Obama a donné son téléphone à Netanyahu, qui a téléphoné à Turquie, résoudre le problème. Ça, c'est pas un grand pas en avance pour le Moyen-Orient, mais juste en tant qu'exemple, c'est comme ça qu'on trouve des solutions aux problèmes. C'est vrai que ce n'est pas uniquement ça. Il faut mettre des ressources humaines. Il faut être sérieux. Il faut comprendre le problème. Le but de Crisis Group, c'est aider les gens à comprendre, parce que souvent les gens ne comprennent pas du tout. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe en Libye, ni dans la guerre, ni maintenant. Et dans le vide de compréhension, on prend souvent des mauvaises décisions. Mais après avoir compris le problème, après avoir mis des ressources humaines, même avec ça, on n'arrive pas toujours à résoudre les problèmes. Et il faut, à ce moment-là, trouver des occasions, trouver des astuces, trouver des quid pro quo, des échanges. Moi, j'ai fait ça pour toi, toi, tu fais ça pour moi, pour essayer de résoudre. Moi, je reviens un petit peu sur une question économique, notamment sur votre rapport sur le printemps arabe en Tunisie. Vous dites qu'il existe une forte corrélation entre les événements du printemps arabe et les implications de la crise économique. Moi, certainement, je ne partage pas cette idée. Je
travaille d'ailleurs sur mon projet de fin d'études sur les implications politiques et sécuritaires de la crise économique au Maghreb central. Et lorsqu'on revient sur les statistiques, notamment du CDE, on ne trouve pas qu'il y a des indices qu'il y avait une crise économique sur les 3 pays du Maghreb. Il n'y avait pas d'incident fin 2010, on parle de la période fin 2010, il n'y avait pas des indices qu'il y a une crise économique. Deuxième chose, l'Europe, notamment l'autre rive, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne, le Portugal, connaissaient une crise plus grave que celle de rive sud. Mais il y avait des émeutes, mais ils n'ont pas la même intensité que celle connue au Maghreb central. Vous ne partagez pas qu'il y avait plutôt des revendications politiques et civiles plus que des revendications économiques. Merci beaucoup, c'est Matar Ajda. Vous êtes la bienvenue encore une fois. Bon, j'ai deux petites questions. La première, personne ne peut nier les bonnes relations entre l'Amérique et le Maroc. Mais de temps en temps, on peut sentir, ou bien conclure, ou bien déduire qu'il y a une certaine instabilité entre les deux États. Ça, d'une part. De l'autre, quel futur peut-on accorder au printemps arabe? Et merci. Quel futur peut-on accorder ou prévoir au printemps arabe? Merci professeur pour votre intervention qui est très riche sur laquelle on vous salue. Moi je voudrais vous demander, le Maroc a longtemps sollicité l'intégration des 5 pays dans ce qu'on appelle l'UMA. Malheureusement, il n'avait pas à attendre, rien ne se concrétise et ça n'a pas l'air de nos approches à venir de se concrétiser. Et c'est pour cela qu'il a tourné le dos aux pays du Maghreb et il a bien entendu engagé une offensive économique, mais en même temps diplomatique, bien entendu, vers l'Afrique, vers l'Afrique profonde. Et il y a beaucoup d'actions, il a engagé beaucoup d'actions. Il a engagé beaucoup d'opérations de séduction, si on veut dire. Est-ce que vous trouvez que tourner carrément le dos au pays du Maghreb est une bonne initiative? Parce que j'ai l'impression aussi que le Maroc il essaie d'être une émule de la Chine et il calque sa politique sur la politique de la Chine. Bien sûr, ce n'est pas dans la même envergure ni dans la même puissance, mais malgré tout, il est en train de s'imprégner par la politique africaine et laisser son... Allow me, the question is going to be in English, just to give you a little bit of brief. So, thanks again for being with us, and I hope it's going to be a few more times, so in the near future. You just talked about the G0 theory, and I wish Mr. Zerwali, inshallah, for the next geopolitical master's promotion, he's going to integrate this theory, and you're going to give more explanation about it. So back to the questions, the integration, isn't it now, isn't it with this theory of G0, is it being re-questioned? And the second, not a question, but it's just demanding or something like that. Just lately I talked about, I just emailed Mr. Chomsky, and we hope we will get him here, and I hope you will help us in that, because you told me about the concern between the Moroccans and the Algerian border, and he's provocative on this issue. So what are the perspectives of the global security through the education policies regarding what you are doing now and what the ICG group is doing? Ce que vous avez proposé comme étant une solution, serait-ce qu'en partie pour dépasser les problèmes qui existent principalement pour la jeunesse, c'est la mobilité au niveau international. La question concerne les mesures restrictives
menée par les différents pays développés, que ce soit en Amérique latine, en Amérique du Nord ou en Europe, pour offrir justement cette mobilité. Et si on suppose que ces gens-là, ceux qui gouvernent, sont de l'intelligentsia du monde, donc ils sont convaincus en principe des arguments que vous avez avancés. Et pourtant, au niveau pratique, il y a donc des mesures restrictives. Comment vous expliquez ce paradoxe? With the morning and already in the afternoon. Thank you, first of all, and allow me to thank you for having braved the distance and come to speak to us on your experience in the Maghreb. On behalf of my friends in the master group, I'd like to thank you again once more. I'd like to join my thanks to Mr. Zawandis. And I have just a few questions with regard to the theories you tried to develop. One of them regards the remarks made about the traditional sector and public sector being unable to cope with the unemployment problems. And you suggested that countries should rely and try to be creative and find alternatives to these two sectors. Would that not require probably also political changes and structural changes in the in the policies of the states? That's my first remark. The second question relates to the bottom-up approach you are trying to also develop, which is a very interesting approach actually, but would not that also require political will on the part of the states, which is probably absent for the time being, given the structures, the political structures they have? The last remark is with regard to, there's a lot of literature on the conspiracy, called conspiracy theories with regard to the Arab Spring, which suggests that perhaps Bouazizi was not actually the spark that lit the fire. If you can Pour la première question sur l'économie, la Tunisie était l'économie la plus diversifiée et plus performante en dehors de tout ce qui est hydrocarbures, gaz, dans la région MENA. C'était le taux de croissance le plus élevé, c'était le très bon élève de la Banque mondiale, c'était, comme j'ai dit, l'économie la plus diverse. Il y avait 80% des Tunisiens qui avaient home ownership, qui avaient une maison, leur propre maison. Il y avait un projet de donner une voiture à chaque famille tunisienne, il y avait un projet de mettre un ordinateur dans chaque famille. Donc, c'est quoi la crise économique en Tunisie quand il n'y avait pas de crise économique? À mon avis, c'est à 4 niveaux. J'ai évoqué ça à Meddays, à Tanger, la conférence Meddays l'année dernière, et un ministre tunisien était là, il a dit, tu as complètement d'accord. D'abord, il y avait une faillite de marché libre, de free market, en Tunisie. En quoi? Le free market crée des emplois, mais ça crée des emplois d'une façon inégale à travers la société, et surtout pas dans les régions rurales. De là, le programme de Nahda essaie de recréer les régions à travers la Tunisie parce qu'ils veulent que la côte finance l'intérieur dans chaque nouvelle région de Tunisie. Le problème, c'est que quand la côte ne performe pas, ils vont pas financer ce qui se passe à l'intérieur. Et là, tout ça, c'est à mon goût, c'est une vision beaucoup trop étatique qui pense que tout développement devient un investissement de l'État. C'est vrai que tout développement prend des investissements d'État, mais il faut un partenariat fort entre le secteur privé et le gouvernement, pas uniquement le gouvernement, pour développer un pays. Et surtout dans les régions rurales, le marché, même quand l'économie est très performante et le secteur privé est performant comme en Tunisie, ça ne va pas créer l'emploi là où il y a la population dans les régions rurales d'une façon qui va avec la croissance démographique. Donc il y avait une faillite de marché. Deuxième problème, c'était
le problème de diplômés chômeurs. Comme j'avais dit, la Tunisie avait dépassé le problème purement démographique de trop de jeunes. Et ils avaient des statistiques comme les présentés pour le Maroc de chômage qui étaient beaucoup plus prononcées pour les gens les plus éduqués. Mais les diplômés chômeurs étaient très organisés en Tunisie et essentiels dans le printemps arabe. C'est eux, avec le UGTT, qui ont transformé une protestation régionale en protestation nationale. Et les diplômés chômeurs ont joué un gros rôle au capital de Tunisie, les diplômés chômeurs qui n'avaient pas de boulot et des revendications économiques. Mais le